Diversification des produits postaux et leur prospérité, c'est le défi actuel de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. L'organisation tient ici à Bamako la 5e session ordinaire de son conseil d'administration. 15 pays y prennent part. Le Conseil national de transition sollicité pour la mobilisation des ressources dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Ses membres participent à un atelier de plaidoyer organisé par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Plus de 270 nouveaux agents de l'État ont entamé ce mardi leur service militaire obligatoire. Ces fonctionnaires vont parfaire leur formation physique, civique et professionnelle en vue de leur participation au développement du pays, mais aussi de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Il est temps d'atteindre 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. C'est sous ce thème que le monde célèbre aujourd'hui la journée consacrée à la lutte contre le paludisme. Ce 25 avril, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et des organisations diplomatiques ont réitéré leur engagement à accompagner le Mali. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs, bonsoir. Les postes des États de l'Afrique de l'Ouest sont en conclave à Bamako. C'est à la faveur de la 5e session ordinaire du conseil d'administration de leur organisation sous-régionale. Les participants venus de 15 pays vont mener la réflexion autour de la diversification et de la prospérité des produits postaux en cette ère de révolution du numérique. Reportage Mamari Koné. Les responsables des postes des États d'Afrique de l'Ouest se retrouvent à Bamako pour examiner et adopter les projets contenus dans le plan d'action 2023-2025. Autre document soumis à leur appréciation, les rapports d'activité et financiers du secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, et le rapport d'auditeur externe. Cette session devrait enfin ouvrir de grands chantiers en cette ère de révolution du numérique en vue de la diversification des produits postaux. Vous conviendrez bien avec moi que les objectifs visés par les projets ne pourront être réalisés que si les postes garantissent un service moderne, sécurisé et une fourniture du service postal caractérisée par une qualité de service irréprochable, gage de la confiance des clients. Nos gouvernements respectifs doivent non seulement s'inscrire dans cette optique, celle des services postaux et de messagerie, qui se transforment pour s'adapter à leur environnement, tout en demeurant utiles, mais aussi et surtout appuyer ce secteur qui laisse à désirer dans notre sous-région afin qu'il soit capable de mettre à la disposition des populations les services sociaux et gagner également le défi de la bancarisation. L'Union postale universelle, le UPI, salue la tenue de cette rencontre à Bamako et se réjouit de la bonne coopération entre l'UPI et la CPAO. C'est pourquoi elle a décidé d'accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest dans leur marche vers la transformation du secteur postal. Dans les prochains jours, avec le soutien de la Poste française, nous lancerons le projet intitulé « Chaîne logistique polyvalente et réseau transport de courrier dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour l'efficacité opérationnelle des plateformes régionales. La réalisation de ce projet holistique, dont les fonds sont déjà disponibles, ne sera possible qu'avec la participation de chacun d'entre vous. Plusieurs autres projets dans d'autres domaines avec la CPAO sont en cours. Le Premier ministre, en ouvrant les travaux de cette session, s'est dit convaincu que les acteurs des postes ouest-africaines poseront les jalons d'un nouvel engagement pour le futur de la Poste. Le renouveau des activités postales, bien qu'ardu, ne doit jamais souffrir de la résignation des situations difficiles. Notre engagement pour bâtir un environnement postal émergent, tel que décrit dans la stratégie postale d'Abidjan, doit contribuer à rehausser le niveau du débat qui sera inéluctablement enrichissant. Aujourd'hui, face à des situations complexes et dans un monde en évolution constante, seul le raisonnement peut nous aiguiller dans la démarche de transformation de nos postes et nous assurer la place du salut pour l'avenir. Dans un monde en perpétuelle mutation, où les activités postales sont secouées par le numérique, la persévérance doit être de mise pour honorer le rendez-vous de la révolution numérique. Les pays membres du conseil d'administration de la CPAO se doivent d'emprunter le train de partage d'expériences afin de bâtir pour notre sous-région un environnement postal
plus moderne, plus accessible et répondant aux besoins de nos citoyens. Le Premier ministre a remercié la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest pour son soutien à la candidature du Mali et tous ceux qui se sont investis pour permettre la brillante élection de notre pays comme membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle à Abidjan en août 2021. À l'entame de ses propos, le docteur Shogel Kokala Maïga a salué les FAMA qui ne cessent de glaner des victoires importantes sur les différents théâtres d'opération. Ouverture de l'atelier de plaidoyer à l'intention des membres du Conseil national de transition pour la mobilisation des ressources pérennes dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. L'initiative est de l'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, compte rendu Sokona Kamisoko. Créée il y a de cela une vingtaine d'années, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a pour mission principale de concourir à la création d'emplois pour les jeunes tout en leur facilitant l'accès au marché du travail et au crédit. Depuis un certain temps, la structure est confrontée à des difficultés. C'est dans le souci de donner un nouveau souffle à la structure que les acteurs en charge de la question sont réunis à travers cet atelier. Le présent atelier de sensibilisation à l'intention des membres du CNT vise à examiner la faisabilité des mécanismes de financement de l'emploi et de la formation susceptibles de redonner à nos services techniques, particulièrement l'APEJ, les moyens de sa politique, de sa mission compromise depuis la suppression de la taxe emploi jeune en fin 2018. Les études précédentes à l'élaboration du programme emploi jeune ont démontré que les jeunes diplômés peinent à trouver de l'emploi, alors qu'ils sont estimés à plus de 300 000 qui arrivent sur le marché du travail par an. Le présent atelier permettra, j'en suis persuadé, de bénéficier de l'accompagnement des membres du CNT pour accorder au secteur de l'emploi et de la formation une attention toute particulière. Les 2 jours de travaux s'annoncent bien chargés pour les participants, car il s'agit d'examiner minutieusement les problèmes afin de produire un document pouvant aider l'APEJ à sortir de la mauvaise passe. Cet atelier permettra aux membres du CNT de s'imprégner et de s'informer des difficultés de financement. Il sera également un cadre de partenariat pour accompagner la dynamique d'identification de ressources pérennes et d'adoption d'une loi les instituant afin de contribuer au renforcement de l'employabilité des jeunes Maliens. Les membres du CNT qui sont là, je leur demande vraiment de bien réfléchir au cours de cet atelier et de trouver un financement pérenne pour la jeunesse du Mali. Proposons-nous une loi qui va engager l'État désormais à mettre de l'argent à la disposition pour qu'au sortir de cet atelier, on ait un texte qui puisse permettre à M. le ministre de travailler. La rencontre a regroupé, outre les acteurs de l'emploi, des membres du CNT, le département de l'économie et des finances. Une délégation algérienne conduite par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger séjourne au Mali. Ahmed Attaf a eu cet après-midi un bref entretien avec 3 membres du gouvernement, notamment son homologue Abdoulaye Diop, le ministre de la Défense et celui en charge des questions de réconciliation. L'entretien suivi d'une séance de travail entre les 2 ministres des Affaires étrangères est élargi aux membres de la délégation. Je vous propose d'écouter le diplomate algérien au micro de Fousseini Tounkara. Ce n'est un mystère pour personne que la région du Sahel est une région qui est une source de grande préoccupation pour l'ensemble des pays de cette région, y compris pour l'Algérie. Il était donc naturel que je vienne ici. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas seulement la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Il y a aussi la densité des relations bilatérales que mon pays entretient avec les pays de cette zone. J'étais en Mauritanie, je suis aujourd'hui au Mali et ma prochaine destination sera le Niger avec l'ensemble de ces pays frères. Il y a, comme je l'ai dit, cette dense relation de coopération. Je suis là pour évaluer ce qui a été fait avec mes collègues et voir ce qui pourra à l'avenir être réalisé. Ce que je peux vous dire après mes premiers entretiens, c'est que nous partageons la même évaluation sur
la densité de cette relation, les grands projets de coopération qui sont actuellement envisagés ou en cours d'exécution, je peux vous assurer que la coopération algéro-malienne a de très belles perspectives devant elle. Mise en route ce mardi de la 4e cohorte du service national des jeunes pour le service militaire obligatoire. Il s'agit de 273 personnes admises au concours de la fonction publique. Ces nouveaux agents de l'État vont ainsi parfaire leur formation physique, civique et professionnelle en vue de leur participation effective au développement du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Ali Djoumatina. Jour de départ au centre d'instruction de Bafo de la 4e cohorte du service national des jeunes pour le service militaire obligatoire. Nouvellement admis au concours de la fonction publique, les 273 éléments sont composés des personnes vivant avec un handicap, des anciens chercheurs, des auditeurs de justice et du reliquat de la 3e cohorte n'ayant pas accompli son service militaire obligatoire. Voulu par les plusieurs autorités, la reprise du service militaire obligatoire pour les travailleurs de l'État constitue un véritable moyen de développement et cultive des vertus de discipline, de rigueur chez l'agent public dans l'exercice de son travail. L'organisation de votre service militaire obligatoire participe de l'affirmation de l'État à travers cette précieuse, voire indispensable formation. En effet, cette lumineuse vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, de la reprise de la formation militaire obligatoire des admis à la fonction publique, consacrait l'opérationnalisation des textes qui régissent les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des autres statuts en République du Mali. Cette formation sera une occasion pour développer chez vous un lien sacré de fraternité, l'esprit d'unité et de cohésion sociale. Chers éléments de la 4e cohorte, je vous exhorte à plus d'abnégation, d'humilité et d'engagement pour cette formation. Les éléments qui sont régis par les lois et règlements militaires durant toute la durée de la formation sont d'ores et déjà confiants et sereins. Personne en situation de handicap, je suis prêt mentalement et physiquement. Donc le peu que je peux faire physiquement, je vais le faire, même si on ne me demande pas de le faire. Et mentalement, moi je sais que cette formation-là, c'est pour mûrir vraiment l'esprit, c'est pour donner la déontologie des métiers que nous allons faire après la formation. Je suis contrôleur du trésor, donc ça va me faire connaître les institutions de l'État. C'est une étape importante pour moi en tant que citoyen, ensuite en tant que fonctionnaire aussi, agent de l'État. C'est une bonne idée en principe. Moi, j'aurais souhaité qu'on l'élargisse à tous les citoyens plutôt que de les réduire seulement aux fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires ne représentent qu'une minorité. Or, quand il s'agit de construire une nation, on a besoin de tout le monde. Et donc, c'est avec détermination qu'on y va. Ces services représentent un devoir suprême pour moi en tant que citoyen malien, et c'est pour moi donc le début du commencement donc d'une, si vous voulez, de notre vie, si vous voulez, de notre philosophie de la vie que je mènerai désormais, ce qui permettra d'avoir un autre regard, n'est-ce pas, sur notre pays et sur la fonction publique de notre pays. Les désormais agents de l'État doivent, à travers cette formation, acquérir les aptitudes physiques et mentales nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Quant à la formation, la forme active s'appliquera à ceux qui répondent aux exigences physiques requises et la forme civile concernera les éléments identifiés inaptes. Parlons santé. Le gouvernement et ses partenaires lancent la croisade contre l'anophèle, cet insecte qui transmet le paludisme. À l'occasion de la célébration ce 25 avril de la Journée mondiale de lutte contre la maladie, la ministre de la Santé a noté les avancées enregistrées au Mali. L'Organisation mondiale de la santé et les organisations diplomatiques réitèrent leur engagement à accompagner le Mali dans ses actions de lutte contre le paludisme. La cérémonie de lancement des activités de la Semaine nationale de lutte contre le paludisme avec Awa Ditma Kamara. RTSS, c'est le nom du vaccin préventif contre le palu. Il sera testé au Mali en 2024.
C'est la bonne nouvelle de la célébration de la journée mondiale contre le paludisme. Ce mal du siècle continue de faire des ravages. Ce sont des millions de personnes, en majorité des femmes enceintes et les enfants qui en pâtissent. Cette journée de mobilisation fait le bilan de la lutte. Les chiffres font froid au dos. À titre illustratif, 247 millions en 2021 contre 247 millions en 2020 selon l'OMS. Au Mali, les établissements de santé ont enregistré plus de 3 millions de cas avec 1498 décès. Les défis restent considérables. C'est surtout la couverture des populations marginalisées. Nous savons qu'avec la situation socio-politique du pays, nous traversons des moments de crise qui fait qu'il y a une catégorie de populations qui sont difficiles d'accès. Il y a des personnes qui sont en déplacement, qui n'ont pas accès facile aux structures sanitaires. Tout ça, ce sont des défis. Pour y faire face, l'Organisation mondiale de la santé lance de nouvelles stratégies. Des stratégies qui viennent en appui aux différents programmes politiques. Une des stratégies qu'on peut recommander, c'est d'abord le guide de lutte contre le paludisme qui a été publié en novembre 2022. Nous avons aussi des toolkits paludisme, toolkit malaria. Ça sont des plateformes au niveau de l'Internet. Le Mali a été aussi un des pays qui a beaucoup contribué dans les recherches, surtout le développement des vaccins. Des chercheurs qui ont reçu l'accompagnement des autorités de la transition. Face à la gravité, le gouvernement a entrepris des actions. Ainsi, en 2022, les ressources engagées dans la lutte contre le paludisme ont permis non seulement d'organiser la campagne de pulvérisation intradomiciliaire avec une couverture globale de 109% des structures pulvérisées dans 19 aires de santé des districts de Bajangara, Djéné et Mopti, mais aussi d'acquérir des intrants, notamment 1 385 000 moustiquaires imprégnés, 6 150 625 tests de diagnostic rapide, 5 354 741 combinaisons thérapeutiques. Le gouvernement plaide pour la mobilisation des ressources afin de parvenir à des résultats plus probants. L'élan amorcé par le gouvernement et ses partenaires au développement dans la mobilisation des ressources doit être maintenu. La subvention paludisme de 48 826 430 861 francs CFA du Fonds mondial pour la période de 2022 à 2024, ainsi que la contribution de 12 500 millions de francs CFA annuels de l'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme, le lancement de la campagne Zéro Palud, je m'engage en novembre 2021 par M. le Premier ministre chef du gouvernement avait pour but de mobiliser davantage de ressources internes en faveur de la lutte contre le paludisme. Des messages d'espoir qui réconfortent non seulement les chercheurs, mais aussi les patients, la finalité étant de baisser la courbe. À l'intérieur du pays, le président de la transition et les acteurs humanitaires de la région du Mopti apportent leur appui aux victimes de l'attaque de Sévaré. Elles ont bénéficié d'une quantité importante de vivres et non-vivres. Reportage Boubacar Sankari. Un ouf de soulagement pour les victimes de l'attaque de Sarema. Les 28 ménages affectés par l'attaque et leurs familles d'accueil au nombre de 40 reçoivent des vivres et des biens non alimentaires. Ce geste de la communauté humanitaire de la région de Mopti vient en appui à celui du président de la transition, colonel Assimi Goïta, dès les premières heures de l'attaque déjouée par les forces de défense et de sécurité du Mali. Nous avons d'abord un appui financier fait par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et un appui en vivres qui l'a accompagné. Au-delà de son appui, nous avons une quantité importante de vivres qui est composée de riz, de petits pois, d'huile, de tentes qui va constituer les abris pour les gens, de couvertures, de moustiquaires, de matériel de cuisine, j'en passe. Nous allons couvrir d'autres besoins, entre autres l'éducation des enfants, et à moyen terme, nous penserons aussi à l'autonomisation de ces familles victimes. Les victimes de l'attaque, encore sous le choc, saluent le geste des donateurs. Cet après-midi, je suis à la fois triste et contente. Nous remercions les donateurs. Nous avons vraiment souffert de cette attaque. C'est la solidarité, parce que depuis le samedi matin, tout le Mali s'est mobilisé au chevet de Mopti. Les 68 ménages bénéficiaires de cette remise
comprennent 366 personnes, dont 217 enfants. La quasi-totalité des blessés admis à l'hôpital Souminé Dolo de Sévaré suite à cette attaque terroriste déjouée par les forces de défense et de sécurité ont rejoint leur domicile. Pour plus de détails, écoutons le directeur général de l'hôpital Souminé Dolo au micro de Oumar Maïga et Suleiman Tepsougui. Je commencerai par remercier le Tout-Puissant Allah, aussi remercier les plus hautes autorités de ces pays. À la suite de ces événements malheureux, l'hôpital a déployé tous les moyens nécessaires, moyens humains, moyens matériels, équipements, tout, pour assurer une prise en charge des blessés qui nous sont arrivés. Du samedi à aujourd'hui, c'est vrai, nous avons enregistré au total 66 blessés, mais par la grâce d'Allah et par l'engagement, la disponibilité entière de l'équipe de prise en charge, aujourd'hui, nous en sommes à 16 blessés qui restent en hospitalisation. Et ces 16 sont 12 au niveau de la chirurgie, 1 au niveau de la réanimation, 1 au niveau du service des urgences au déchocage et 2 au niveau de la maternité, parce qu'il y avait 2 femmes enceintes qui étaient victimes de cet éboulement. Aussi, il faut dire que les soins se poursuivent. Les soins se poursuivent. Tous les malades sont pris en charge gratuitement sous RAMED et avec l'accompagnement de certains de nos partenaires. Leur alimentation est également assurée. Les examens complémentaires sont faits gratuitement. Donc la prise en charge, vraiment, c'est pas très bien. L'hôpital, ces jours, n'a pas de difficultés par rapport à ça et les malades se portent de mieux en mieux. L'appel que nous lançons à la population, c'est de garder le calme, d'être serein, d'éviter d'être gagné par la panique et aussi de ne pas céder aux faux messages qui circulent sur les réseaux sociaux, qui n'ont rien à voir réellement avec la pratique du terrain. Ici, à Bamako, l'association Maligov organise la 2e édition du Salon de l'action gouvernementale. Le salon se donne pour objectif de servir de cadre de rapprochement de l'administration des administrés, ceci à travers des panels et des stands d'exposition. Nyanya Loutraouri. Salle de presse du CICB. Le Salon de l'action gouvernementale vient de s'ouvrir, et ce pour 4 jours. Une trentaine de stands érigés regroupent pratiquement tous les départements du gouvernement, chacun avec un objectif bien précis. Là, nous avons le domaine de l'agriculture. Nous sommes un service public de l'État en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire. Nous sommes là pour exposer nos savoir-faire, nos produits, mais aussi nos services. Nous sommes là également pour développer des partenariats avec d'autres structures qui interviennent dans le même domaine que la sécurité alimentaire. Nous voyons que beaucoup de gens entendent parler de l'hyper, ils ne savent pas exactement de quoi nous nous occupons, qu'est-ce que nous faisons en réalité, de quoi nous sommes capables, quel peut être notre apport vraiment pour la construction, n'est-ce pas, de ces pays. Ici, les soldats de l'économie. Tout ce que nous faisons au quotidien, ça doit être connu des Maliens et des Maliennes. Nous voulons vraiment, en contact avec le public, leur expliquer exactement ce que fait la douane au quotidien. Nous sommes là pour accompagner les organisateurs et leur dire exactement ce que le gouvernement est en train de faire en matière de réforme, le climat des affaires pour l'attraction des investisseurs au Mali. Un peu plus loin, les sports et les nouvelles technologies. Nous comptons aujourd'hui 48 fédérations nationales sportives. Voilà les grandes fédérations qui sont présentes, le football, le basket, à travers le dernier trophée acquis à Madagascar, à travers les U18 filles qui sont même qualifiées en Coupe du Monde cette année. Et vous avez des spécimens de maillots de l'équipe nationale U18 filles même, qui est présent dans ce salon de l'action gouvernementale pour dire que aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports est présent pour accompagner les actions gouvernementales. Ce que nous proposons aujourd'hui ici, c'est une montre connectée qui est 100% médicale avec une application mobile qui met à la disposition de ses utilisateurs une assistance médicale dans toutes les langues et les langues locales bien sûr. Et note audio pour ceux qui ne savent pas lire. On a aussi la prise de tension, rythme cardiaque, réception des fiches médicales et planification des rendez-vous avec les médecins qui va éviter les attentes dans les hôpitaux. La liste n'est pas exhaustive. Les organisateurs veulent servir de pont entre l'administration et les administrés pour une plus grande visibilité et lisibilité des actions du gouvernement au service des populations. Nous sommes dans un état de refondation actuellement du Mali, donc il faudrait que la population et le gouvernement se donnent la main pour trouver des solutions et sortir de la crise multidimensionnelle que nous affrontons actuellement au Mali. Donc l'idée du salon vient de cet état.
Paris presque gagné en ce jour de lancement, au dire de ses visiteurs. Il faut ce genre d'initiative au Mali pour pouvoir booster les startups. Parce que l'avenir, c'est ça, surtout la technologie. Ça nous a permis de voir l'administration autrement. Nous avons pris plusieurs flyers que nous allons bien exploiter afin de mieux comprendre comment se passent les choses. J'ai vu le gouvernement d'un autre œil, j'ai vu comment le Mali croit avant. Cette conférence m'a permis de comprendre que le métier de ministre n'était pas facile, quoi. Parce qu'on le voit chaque jour à la télé, dans les belles voitures, on croit que c'est facile, alors qu'ils font beaucoup de travail, quoi. Le salon de l'action gouvernementale, c'est aussi des panels, des ateliers et de l'animation. Il ferme ses portes le 28 avril prochain. Le ministre en charge de l'Environnement a présidé ce mardi l'atelier d'échange sur l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le braconnage des éléphants du Gourma. Le détail avec Agibou Koulibaly. Depuis plusieurs décennies, la gestion des ressources naturelles dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants du Gourma avec une faible implication des communautés locales n'arrivait pas à résoudre les conflits ni améliorer les moyens de subsistance et à restaurer les écosystèmes dans ce chemin migratoire. Cet atelier s'inscrit dans ce cadre pour la collecte des données contribuant à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte anti-braconnage. Ces éléphants ont souffert de braconnage depuis 2012 avec l'éclatement du terrorisme. Ces terroristes utilisent ces éléphants, surtout les défenses, pour pouvoir les vendre et payer les armes avec. Donc nous avons l'obligation vraiment de les protéger, de faire en sorte que ce trafic-là s'arrête au Mali. Occasion pour les acteurs de l'environnement de plancher sur des modules comme la définition du concept de braconnage, l'état des lieux de la conservation et la protection des éléphants, la communication et la sensibilisation sur la stratégie anti-braconnage. Je voudrais donc encourager tous les participants ici présents à beaucoup d'assiduité au cours de cette rencontre de travail afin de donner des orientations utiles visant à l'atteinte des résultats attendus. C'est le lieu également d'appeler tous les acteurs à une forte mobilisation et implication dans les activités de ces projets pilotes. C'est d'examiner toutes les dispositions ultimes avec le ministère de la Défense, et je veux parler de notre armée, et les services de sécurité et la Direction générale des eaux et forêts pour les dernières actions pertinentes pour sauvegarder la bande et sauvegarder les peu d'éléphants qui nous restent. Donc la réunion devrait aboutir à des conclusions pertinentes qui seront transmises au gouvernement. Les recommandations issues des travaux de l'atelier permettront d'avoir une stratégie nationale de lutte contre le braconnage des éléphants dans le Gourma. La journée de la langue chinoise est célébrée chaque année le 20 avril. Au Mali, la journée a été célébrée aujourd'hui par l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Le thème retenu cette année est « Faciliter les dialogues entre les civilisations ». Reportage Jules Sambou Sissoko. L'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, à travers l'Institut Confucius, a célébré la Journée internationale de la langue chinoise, édition 2023, autour du thème « Faciliter les dialogues entre les civilisations », un thème empreinte de paix et de cohésion. Cette célébration est l'expression de l'amitié entre nos deux peuples. C'est avec beaucoup de fierté que nous nous associons au peuple chinois pour cet événement heureux. Nous voudrons renouveler nos remerciements et des remerciements sincères au nom des plus hautes autorités au peuple chinois pour les œuvres gigantesques réalisées au Mali. Au nombre de ces œuvres, le campus de Kabbalah, qui est un lieu de production, de diffusion du savoir. Le chinois est l'une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. Ce choix met en avant la diversité culturelle et l'égalité entre les peuples. Ni hao. Aujourd'hui, la Chine et le Mali se trouvent tous les deux dans la phase cruciale de son renouveau de la nation, comme le futur du pays et l'espérance de la nation. Vous, jeunes amis, vous êtes non seulement bénéficiaires de cette amitié traditionnelle, mais aussi bâtisseurs de cette amitié. L'assistance a été gratifiée de la danse chinoise classique, exécutée par des étudiants de l'Institut Confucius et de la poésie en chinois.
La deuxième édition de la compétition Transformation numérique se prépare. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par le directeur général de la société Digital Africa, initiatrice de l'événement, Bokari Koulibaly. Transformation numérique, c'est le nom du concours. Organisé par Africa Digital, un géant de la production et de la diffusion médiatique, le concours met en compétition les élèves, étudiants et start-upers. Il se tiendra le 30 avril pour les élèves et le 1er mai pour les étudiants et start-upers. Nous organisons ces compétitions afin de pouvoir relever les talents au sein de nos établissements, au sein de la jeunesse malienne, et aider et soutenir l'idée de ces projets qui vont nous présenter. Puisque ces jeunes, les solutions qu'ils nous apportent sont des solutions très capitales. Cet espace d'expression de projets innovants et d'opportunités se présente en 2 phases. La présélection et la sélection finale. La présélection, elle consiste à présenter, à donner une idée générale du projet. Maintenant, la deuxième phase, ça sera vraiment plus étendu que la première, parce qu'on arrive à l'exploitation du projet. Et les projets sélectionnés, nous demandons toujours aux autorités d'accompagner ces idées innovantes qui peuvent servir notre société. À l'issue de la compétition, les 3 meilleurs projets des 3 catégories seront primés. La société Huawei, partenaire de Africa Digital, s'engage elle aussi à accompagner l'initiative en octroyant des bourses aux 6 meilleurs lauréats dans les domaines numériques. Des jouets, des fournitures et des matériels scolaires ont été remis ce mardi à l'école Le Petit Prince par l'entreprise MLD Nara et l'association Alpha. Plus de précisions avec Fantama Maniantao. Cette donation est une première à l'endroit de l'école Le Petit Prince. Ces dons s'inscrivent avec les objectifs des MLD Nara et l'association Alpha. Il s'agit de renforcer les conditions de scolarisation des enfants. L'école a été très ravie de la réception de ces outils de travail pour l'éveil et leurs épanouissements. Le directeur de l'Institut a remercié les 2 initiatrices au nom du collectif des enfants qui en sont les destinataires. La démarche commune des 2 initiatrices de cette donation fédérera le monde de l'entreprise et le monde associatif autour d'actions de portée sociale et humanitaire dont nous sommes aujourd'hui à la fois les témoins et les bénéficiaires au Petit Prince. Selon les donateurs, cette opération de cœur n'est qu'un début pour les 2 organisations. Leur souhait, c'est d'apporter de la joie et du bonheur à des enfants, mais aussi d'améliorer leur scolarisation pour leur bien-être. Dans nos activités de communication et dans tout ce que l'on arrive à apporter à des écoles, on a souhaité porter cela à travers un engagement dans la scolarité, dans l'éducation. Et le Petit Prince nous a apparu comme l'endroit idéal. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'il marque l'aboutissement d'un beau projet. Le projet d'aider cette école. Je voulais vous dire que je suis très fière d'avoir pu mener ce projet à bien. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des cadeaux aux enfants. Et à la fin, des trophées ont été décernés aux donateurs par l'école Le Petit Prince. Point Covid. Ce 25 avril 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 74 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 5 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Page noire. La nation entière à travers l'armée malienne a rendu un dernier hommage ce lundi 24 avril au colonel-major Seriba Doumbia. C'était à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, décédé le 20 avril dernier suite à un accident de circulation. Le colonel-major Seriba Doumbia était le directeur des ateliers centraux de Markala. Suivons le commentaire de Bokari Koulibaly. Le colonel-major Seriba Doumbia a définitivement déposé les armes le 20 avril dernier à la suite d'un accident de circulation.
Il était le directeur des ateliers centraux de Markala jusqu'à cette date fatidique où la mort l'arracha à notre affection. Né vers 1964 à Kangaré dans le cercle de Yanfolila, le colonel-major Seriba Doumbia, après ses études secondaires, a été orienté à l'école nationale d'ingénieurs d'où il sortira avec la mention excellente. En 1991, il est admis au concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Koulikoro. L'engagement et la persévérance de l'officier lui ont valu l'obtention de plusieurs médailles. Il s'agit notamment des médailles commémoratives de campagne, du mérite militaire, de l'étoile d'argent, du mérite national avec effigie abeille, des distinctions obtenues en 2016 avant d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national en 2021. Dans le cadre du maintien de la paix, le désormais ex-directeur des ateliers centraux de Markala a conduit en 2018 une mission d'observation militaire en République démocratique du Congo. Ses collaborateurs n'ont pas manqué d'éloges à son endroit. L'armée malienne pleure aujourd'hui la disparition d'un homme admirable qui a été et qui demeure un modèle, non seulement pour sa famille, mais aussi pour son pays. Un homme toujours optimiste, un homme plein de sagesse, qui ne déplorait pas les événements mais trouvait des solutions pour les régler. Un homme qui défendait la cause de ses subordonnés et il le faisait avec sincérité et passion. Les camarades de promotion du défunt ainsi que sa famille, tous ont loué ses qualités. C'est une perte pour la nation, ont-ils qualifié. Ce que je retiens de cet officier, c'est un officier d'une grande humilité, très sociable, mais qui est rompu à la tâche. Il se veut toujours discret, mais Seriba est une perte énorme, non seulement pour nous, ses promotionnaires, pour l'ensemble de l'armée malienne. Je retiens du défunt colonel-major Seriba Doumbia, un frère intelligent, travailleur, qui a toujours soutenu la fraternité et qui a toujours aidé ses proches et qui est resté toujours à côté de la famille, à souder les uns et les autres et à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Après la cérémonie d'hommage, la dépouille du colonel-major Seriba Doumbia a été remise à sa famille. L'officier supérieur repose désormais au cimetière de Selengue. Que son âme repose en paix. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui nous suivez depuis Markala, Nara ou encore Sévaré. Merci à tous. Bonne soirée.